Ce 8 novembre 2020 marque la 9e édition de la Journée internationale de la radiologie. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la Covid-19. Le candidat démocrate Joe Biden a remporté hier l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump. Quels sont les atouts et les défis qui attendent le président élu des États-Unis? Nous aurons des réponses dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. À suivre dans cette édition les dossiers de la 2, la commémoration des défunts célébrée le 2 novembre au lendemain de la fête de Toussaint. Comment se déroule-t-elle d'une croyance à une autre? Que symbolise réellement la commémoration des personnes décédées chez les chrétiens catholiques? Des réponses dans les dossiers de la 2 qui vous sera proposé tout à l'heure. Nous sommes le 8 novembre 2020. Ce jour est consacré à la radiologie, une célébration qui met en avant l'importance de l'imagerie dans la médecine moderne. Pour cette 9e édition, le thème retenu est « Contribution des professionnels de l'imagerie dans la lutte contre la Covid-19 ». Qu'est-ce que l'imagerie médicale et quelles sont les différentes techniques liées à cette pratique? Nous Sangaré et Georgette Ido nous donnent des réponses. Nestor, la quarantaine révolue, souffre d'une douleur au dos depuis quelques jours. Après s'être rendu dans une clinique de la place pour une consultation, il est orienté par le médecin traitant au centre d'imagerie médicale d'Abidjan. C'est à l'œil nu, on ne peut pas savoir. C'est à partir d'une radio et après on interprète. Donc la radio est vraiment importante pour tous et chacun. Au centre de toutes les spécialités de la médecine, la radiologie permet de déterminer avec exactitude la pathologie dont souffre un individu. Il est important de faire de l'imagerie médicale en ce qui concerne les patients parce que tout praticien dans sa pratique quotidienne peut suspecter une pathologie chez un patient, quelqu'un qui vient pour un mal de tête. On peut penser soit à des sinusites, soit à des céphalées qui sont dues aux yeux, soit même plus en profondeur, on pourrait penser même à un AVC. Alors pour pouvoir avoir accès au cerveau du patient et avoir l'intérieur du crâne du patient, l'idéal c'est de faire un scanner ou bien carrément faire une radio afin de voir ce qui se passe dans la tête. La radiologie connaît aujourd'hui une évolution dans la médecine moderne. L'on parle de plus en plus d'imagerie médicale avec l'avènement de nouvelles techniques de diagnostic telles que la radiographie, l'échographie, le scanner et l'IRM, imagerie par résonance magnétique. La radiographie standard, c'est une imagerie de projection, c'est-à-dire on utilise ces bidimensionnels. L'organe dont les rayons vont traverser, ils vont projeter ça sur un seul plan. Donc, or, l'échographie, c'est une imagerie de coupe où on peut faire plusieurs coupes et on regarde à travers ces volumes. Les scanners aussi, c'est une modalité d'imagerie en coupe. On fait un volume, on acquiert un volume qu'on appelle l'acquisition et on ouvre ce volume pour regarder dans ce volume ce qui se passe là-dedans. L'IRM également, c'est pratiquement on va dire le sommet en quelque sorte en ces moments. Donc, c'est une imagerie également en coupe. Donc, qui permet d'aller mieux en ce qui concerne certaines pathologies. De toutes ces techniques d'imagerie, l'IRM est la technique la plus chère en médecine selon Dr Néné Bangoura, radiologue au Centre hospitalier universitaire de Trècheville. Au CHU, ça fait 100 000 francs. Je pense que c'est un coût qui est subventionné par l'État. Donc, les patients payent 70 000. Après, il y a un produit de contraste à payer pour certains examens qui tourne à peu près autour de 35 000. Voilà, donc pour les examens qui ne sont pas injectés, ça fait 70 000. Et puis pour les examens qui sont injectés, ça fera environ 105 000. La journée du 8 novembre est dédiée à la radiologie. Une journée pour mettre en évidence l'importance de l'imagerie dans la médecine moderne. Contribution des professionnels de l'imagerie dans la lutte contre la Covid-19. C'est le thème de la 9e édition de la célébration de la Journée mondiale de la radiologie. Parlons cohésion sociale. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire invite les populations à la culture de la paix et la cohésion. Le président de cette organisation qui œuvre pour l'établissement d'une paix durable dans le pays, Akasaï Lazare, était récemment face à la presse. La Fédération pour la paix universelle, une organisation résolue à bâtir un monde de paix, appelle à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Elle invite les populations à cultiver l'amour et la cohésion en vue de garantir la paix et la stabilité dans le pays. La FPU Côte d'Ivoire affirme son attachement à la préservation de l'intégrité physique des biens et des personnes.
la FPI Côte d'Ivoire marque toute sa disponibilité à accompagner un processus pour discuter du retour à la paix et à la cohésion nationale. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire s'engage avec l'appui de ses ambassadeurs de paix à poursuivre ses actions en faveur d'une paix et d'un développement durable dans le pays. À l'étranger, aux États-Unis, après 4 journées intenses de dépouillement et de multiples rebondissements, le candidat démocrate Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine. Il a emporté face à Donald Trump. Les résultats de l'État de Pennsylvanie lui ont permis de remporter le précieux sésame des 270 grands électeurs. Joe Biden, âgé de 77 ans, succède donc à Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais qui est l'homme? Quels sont ses atouts? Que dire des défis qui l'attendent? Des réponses avec Alassane Drabou. Jamais de mémoire d'homme, une élection américaine n'a enregistré un tel taux de participation. Plus de 66% des électeurs éligibles ont voté mardi contre 55 en 2016. D'ailleurs, le président sortant Donald Trump s'est félicité hier à travers un tweet du nombre de voix qu'il a obtenu. C'est un record pour un président en exercice, mais pas suffisant pour le maintenir dans son fauteuil, selon Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. J'estime que les questions de politique intérieure ont largement joué à la faveur du candidat Joe Biden, notamment la fracture sociale, la gestion aussi de la politique étrangère des États-Unis. On voit le président Trump pratiquement en guerre économique contre toute la planète. Des faiblesses que devra corriger le président élu dès sa prise de fonction en janvier prochain. Joe Biden sera confronté à d'énormes défis. L'interne, c'est de rassurer les couches minoritaires, notamment les Noirs, sur les bavures des policiers. Au niveau économique, la relation avec l'Amérique latine, avec le Canada, avec le reste de la planète, la question du nucléaire iranien, qu'est-ce qu'on fait du bassin pacifique, la mer de Chine méridionale. Bon, est-ce qu'il continue de financer le système des Nations Unies? L'autre victoire, sans doute des démocrates, c'est d'offrir aux États-Unis la première femme vice-présidente de leur histoire, Kamala Harris. On estime que la place de la femme sur le terrain politique dans nos États va peut-être connaître un coup d'accélérateur, qu'il y aura plus de députés femmes, il y aura plus d'élus femmes, et que, bon, pourquoi pas, on aurait une vice-présidente femme. Ça fait rêver un peu en Afrique. En 4 ans de gestion, Donald Trump a complètement omis l'Afrique dans sa politique étrangère. D'ailleurs, c'est seulement 2 ans après son installation à la Maison-Blanche qu'il a nommé un secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Joe Biden entend rectifier le tir. Quand on connaît la politique des démocrates vis-à-vis de l'Afrique, Millennium Challenge Corporation, la GOA, la question sécuritaire, la question de l'immigration, voici généralement les 4 enjeux pour l'Africain, pour l'Afrique de l'Ouest, d'où nous sommes les ressortissants, concernant la politique des démocrates. Pour l'heure, plusieurs chefs d'État ont salué l'élection de Biden, dont le président Alassane Ouattara, qui a annoncé que la Côte d'Ivoire continuera d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le commentaire est signé Clément Bocco. Joe Biden remporte l'élection présidentielle, mais Donald Trump et ses partisans sont dans le déni après, bien sûr, l'élection de Joe Biden. Souvent sans masque, ces derniers se sont réunis dans plusieurs villes du pays pour manifester et contester le résultat à Atlanta. Ils s'étaient donné rendez-vous à la State Farm Arena et autour du Capitole de l'État de Géorgie. Donald Trump a lui-même publié un tweet en lettres capitales mettant en cause le résultat, je cite, « J'ai gagné l'élection, j'ai obtenu 71 millions de votes légaux pour contourner ce qu'il perçoit comme une censure de la part des réseaux sociaux. » Son équipe de campagne a envoyé un courriel à ses abonnés affirmant que cette élection est loin d'être terminée. Joe Biden n'a été certifié vainqueur dans aucun État et encore moins dans les États très contestés où l'on se dirige vers un nouveau décompte obligatoire. Fin de citation. Le message se termine par un retentissant. Ce sont les votes légaux qui décident qui est président et non les médias. Place à présent au dossier de la 2.
La communauté catholique a commémoré ses défunts le 2 novembre dernier, une célébration qui se tient au lendemain de la Toussaint. À cette occasion, les fidèles se souviennent de leurs proches arrachés à leur affection à travers un recueillement au cimetière et la tenue d'une messe. Lors de cette commémoration, chacun y va de son choix. Cette pratique de piété diverge d'une croyance à une autre. Nos reporters Georgette Ido, Anicette Conan et Clément Bocco se sont intéressés à ce sujet du dossier de ce dimanche. Les dossiers de la 2, c'est maintenant. Il en est ainsi depuis 14 ans maintenant. Tous les 2 novembre, Alexis rend visite à sa mère, ou du moins se recueille sur sa tombe, ici au cimetière municipal de Williamsville à Abidjan. Ce jour, j'ai décidé de venir sur la tombe de ma maman pour venir prier, pour recommander son âme, son esprit à Dieu, pour que de sa miséricorde qu'il accueille auprès de lui. Le 2 novembre, lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique commémore les fidèles défunts. En plus des visites et des décorations de leur sépulture, des messes sont dites pour le repos de leurs âmes. La paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo n'a pas dérogé à la tradition cette année. Pour le père Pascal Seka, curé de la paroisse, cette célébration revêt tout son sens pour les catholiques. L'Église catholique célèbre la solennité de la commémoration des défunts. Cette fête s'enracine dans la foi catholique qui dit « Je crois en la vie, je crois à la résurrection de la chair, je crois à la vie après la mort. » Et l'Église catholique dans sa foi confesse cela. D'où c'est un devoir pour nous. Et nous disons que c'est à l'Église catholique, pour le fidèle, c'est un devoir de prier pour les morts, d'ensevelir convenablement les morts, d'aller sur la tombe des morts. Encore appelée Jour des morts, la commémoration des défunts a été instaurée au XIe siècle dans un monastère à Cluny en France. Elle s'est étendue aux autres monastères avant de devenir une institution de l'Église universelle au XIIe siècle. Cette journée consiste également pour les chrétiens catholiques à affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Jésus lui-même le dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alors tous, nous ressuscitons, après la mort. Du cimetière est un jardin où repose la mémoire de nos défunts. Commémorer les morts, la pratique n'est pas une exclusivité catholique. Chez les musulmans, par exemple, elle prend une autre forme. Elle est quasi quotidienne selon l'imam Mohamed Lamine Kouyaté. Les savants sont unanimes à dire que celui qui perd un parent, un ami, un collègue, et que celui-là n'a pas une part de prière pour ces défunts-là, a fait marque de trahison. Nous sommes dans l'obligation de prier pour eux. Et cette prière est continuelle. Cette prière est tous les jours. Car en effet, de la manière que le corps avait besoin de s'entretenir tous les jours, nous entretenons l'âme de cette même manière tous les jours, à chaque instant. Se souvenir des parents défunts ou des amis défunts, prier pour le salut de leur âme, n'est pas chose partagée de tous, notamment pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est dit que les morts apportent aux vivants l'impurité. Et donc, pour les défunts, quand on va au cimetière, on sait que c'est un lieu mystérieux, c'est un lieu qui cache beaucoup de mystères et tout ça. Et puis, par définition, c'est un lieu de l'impurité. La Bible, en Deutéronome 18, 9 à 12, n'est-ce pas, nous interdit d'évoquer les esprits des morts, voilà, de ne pas être en contact avec les morts. Dans notre communauté, nous n'organisons pas de prière ni de culte, nous n'avons pas de solennité pour prier pour le repos des morts, parce que
selon Hébreux 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Merci pour tout est bien fait. La tradition africaine enseigne que les morts ne sont pas morts. Ils sont juste dans la pièce d'à côté. Leur commémoration est un véritable culte. Selon Emmanuel Galabi, sociologue et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Au plan sociologique, l'Africain dit que le mort n'est pas mort. Donc il faut se mettre en rapport avec lui. C'est parce que désormais, il ne partage plus notre existence terrestre, mais il est dans l'au-delà, il est dans l'infini. Donc, le lieu symbolique où reposent ses restes, il faut quand même entretenir une relation symbolique avec ce lieu. Parce qu'en allant sur ce lieu symbolique, c'est comme si on se mettait en rapport avec l'illustre disparu. Peu importe la croyance, nul n'oublie des êtres chers trop tôt disparus. Chacun y va de sa méthode pour les rendre immortels dans les mémoires. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.